Bonsoir, nous sommes le mardi 14 octobre, il est minuit, c'est l'heure du matin, c'est vrai. Et je voudrais vous parler de cette nouvelle démarche que j'ai adoptée depuis quelques jours, à savoir la notion de rapport entre philosophie et cuisine. Ce qui m'a d'ailleurs été inspiré par le séminaire qui a eu lieu dimanche matin à l'Étoile européenne, je crois que ça s'appelle comme ça, à Port de Bagnolet, avec Jean-Luc Berlet et Sabine Mineconi, sur le philosophe et le corps, je crois que ça s'appelle, enfin un truc comme ça. Le philosophe a-t-il la forme? Et depuis longtemps, j'avais développé cette idée que il y avait ce que nous absorbions physiquement et ce que nous absorbions mentalement ou intellectuellement. Et l'idée ici qui a pris forme, c'est l'idée que la philosophie est une cuisine de l'esprit. C'est-à-dire que, d'ailleurs j'en ai parlé précédemment sur un travail sur le cognitif, c'est-à-dire que il faut passer par la philosophie pour que nous puissions intégrer les faits bruts, les faits. C'est-à-dire qu'il faut passer par la cuisine pour que nous puissions consommer un certain nombre de produits, comme par exemple la viande, qu'il faut cuire, et autres pratiques, autres techniques de préparation de la nourriture, sans lesquelles nous ne pouvons pas absorber ou digérer ce qui nous est proposé à consommer, soit par le biais de la bouche, soit par le biais des oreilles ou des yeux. Quand nous lisons un ouvrage ou quand nous entendons un exposé. Alors, il m'est venu cet après-midi une nouvelle idée encore, à savoir qu'il y a l'histoire aussi qui est aussi une forme de cuisine. La cuisine, j'en verrai. Donc je voudrais vous parler ce soir de histoire et cuisine, après vous avoir parlé de philosophie et cuisine. Et en réalité, je vais croiser ces deux approches, car histoire et cuisine, c'est plutôt de l'ordre de la diachronie, et philosophie et cuisine, c'est de l'ordre de la synchronie. Donc on va synchroniciser les faits par le biais de la philosophie, pour les rendre consommables, et on va diachroniser les faits par le biais de l'histoire, pour les rendre consommables. Et donc il faut combiner les deux pour qu'un produit soit totalement, pour qu'un discours soit totalement consommable, digestible, assimilable. Alors il se trouve que moi-même, je me sens parfaitement concerné par cette dualité, parce que je suis aussi bien à mon aise dans le travail synchronique, structural, que par le travail de genèse des textes et diachronique. Et donc, si vous voulez, je suis convaincu qu'il faut cette double préparation pour que les choses aient une certaine tenue. Alors, j'ai publié beaucoup de travaux de diachronie, et notamment dans la revue française d'histoire du livre, pendant 3 livraisons, 2011, 2012, 2013. Donc je peux dire que je suis un spécialiste de la diachronie, sans parler de tout ce que j'ai publié par ailleurs sur Nostradamus, ou sur d'autres, ou tout simplement sur la genèse de la pensée astrologique et les différentes phases que l'astrologie a connues dans son histoire. Je veux dire par là que l'esprit humain a une certaine exigence diachronique, qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec la notion de causalité. Il faut dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce que c'est la causalité, sinon une forme de diachronie? Ce qui est avant, ce qui est après. La cause, la conséquence, les effets. Remonter le temps, c'est passer des effets aux causes en quelque sorte. C'est décanter le présent pour arriver à faire réémerger le passé autrement que par le biais des archives. C'est aussi intéressant, mais enfin, c'est plutôt une démarche donc involutive, si l'on veut.
Et moi, je suis passionné par la démarche involutive. Et donc, le mot genèse, pour moi, est un mot qui est très, très parlant. J'ai écrit récemment sur la genèse du tarot, par exemple, en montrant qu'il y avait certainement une corruption, qu'on était passé de 24 à 22 arcanes majeurs. Je vous renvoie à mes travaux là-dessus, aussi bien sur vidéo que dans les textes écrits. Vous mettez Heilbronn, tarot, en passant par Google, et vous avez mes textes sur ce sujet qui sont sur le blog Nofim, N-O-F-I-M, aussi. Et donc, je persiste et je signe, je dis que nous ne pouvons pas consommer quelque chose qui n'a pas été synchronicisé et également diachronicisé. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui renoncent à l'une et l'autre des opérations en question. Notamment chez les astrologues, puisque c'est un des terrains au niveau ethnométhodologique que je suis le plus près. D'ailleurs, j'ai obtenu un DESS sur le milieu astrologique et ses membres en 1995, sous la direction de Yves Le Serre, à Paris 8. Et donc il y a des milieux comme ça qui sont un petit peu d'ailleurs ostracisés, qui sont dans une sorte de ghetto, et qui ne satisfont ni à l'exigence de genèse, de chronologie, de diachronie, des documents, des savoirs, des dispositifs, ni à l'exigence de structure, de cohérence, de symétrie que l'on peut avoir face à des savoirs. Et donc on a des choses brutes qui sont un petit peu inconsistants. Pourquoi qu'ils sont inconsistants? Parce que si on n'utilise pas une méthodologie de restructuration, voire même de déconstruction aussi, pour parler comme Derrida, eh bien, on a des savoirs boiteux, on a des savoirs bancals. Parce que, effectivement, je dirais que d'une certaine manière, l'existence même d'un savoir le condamne à se détériorer tant sur le plan diachronique que sur le plan synchronique. C'est comme une sorte de vieillissement, de dépérissement. C'est inévitable. Et donc, si je ne suis pas capable de réparer régulièrement, si je n'ai pas la maintenance, la compétence de maintenance pour réparer l'articulation de ces savoirs, eh bien, c'est comme un immeuble qui se... Vous savez, comme les immeubles dans les pays coloniaux qui se sont détériorés, qui ont perdu progressivement leur forme, en quelque sorte, qui ont été restaurés de façon très, très primaire, etc. Les choses se détruisent, se déconstruisent, se défont. Et donc, il faut faire de la maintenance. Je dis ça notamment avec un certain humour parce que, par exemple, je vois qu'à la Bibliothèque nationale, il y a des choses qui se détériorent. Il y a les ascenseurs qui ne marchent plus, les escalators qui ne marchent plus, les WC qui ne marchent plus, les robinets qui ne marchent plus, etc., etc. Et donc, il faut régulièrement réparer. Donc, on est constamment dans la réparation. Alors, j'ai un beau-frère qui a fait sa carrière dans la réparation des voitures. Et donc, il faut avoir une méthode de réparation, de refonte, de restauration. Et donc on a des savoirs comme l'astrologie, mais comme le tarot aussi d'ailleurs, on dirait franchement, qui sont des savoirs qui sont déformés, qui sont corrompus, qui ne sont plus ce qu'ils étaient, et que personne ne sait maintenir au sens de maintenance. On ne sait pas réparer les appareils, les dispositifs. Alors on les utilise comme on peut, à l'avenant.
on ne sait même plus leur mode d'emploi finalement. J'ai dit l'autre jour à quel point, par exemple, les langues elles-mêmes, alors voilà un exemple remarquable de langue qui se détériore, ça c'est fondamental ça. Elle se détériore parce qu'il y a des emprunts, mais elle se détériore aussi parce qu'il y a des conventions linguistiques, de transcription, de prononciation qui se perdent. On va parler d'une évolution. Oui, mais cette évolution, c'est bien gentil, une évolution. Mais cette évolution, elle n'est pas consommable. Parce que cette évolution, elle va perdre au niveau diachronique, elle va perdre au niveau synchronique. Et donc, notre intelligence, elle ne va pas s'y retrouver. À ce moment-là, on n'est plus dans le domaine de l'intelligence des choses, on est dans le domaine de la mémoire, c'est comme le problème de rapport signifiant et signifié. Le signifiant est censé être complètement cohérent, et puis là-dessus, quand cette cohérence n'est plus là, ou n'est plus évidente, n'est plus obvie, on plaque du signifié, et on met en place des synonymies plus ou moins baroques, etc., etc. La langue est certainement, et ça n'est pas suffisamment dit, l'exemple même de la détérioration, du dépérissement des savoirs, tant sur le plan synchronique que sur le plan diachronique. On ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus comment c'est constitué, on ne connaît plus la genèse de cette langue, et on ne sait même plus comment elle fonctionne, comment elle était conçue pour fonctionner. Alors on l'a fait fonctionner, c'est vrai. De même que l'astrologie, on l'a fait fonctionner, on l'a fait marcher, ça marche. Mais ce sont des savoirs qui marchent en dépit, je dirais, du bon sens, au sens des cartes. C'est-à-dire qui sont sauvés par des adjonctions, par des expédients, par des trucages, par des polysémies, etc. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il y a un rapport, il y a une collusion entre la langue, le langage et l'astrologie, et que l'astrologue, c'est un homme de langage, de toute façon. Donc, il sauve son astrologie avec un langage qui lui-même est complètement bancal. Donc, c'est vraiment la fable de l'aveugle du paralytique. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, c'est une association assez douteuse que cette association de l'astrologie et du langage, parce qu'il est évident que c'est parce que l'astrologie se sert d'un langage aujourd'hui extrêmement confus, extrêmement brouillon, qui est celui de langage de Monsieur Tout-le-Monde d'ailleurs, qu'elle arrive à s'en sortir.